bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, Christophe, ce matin sur Radio J. Alors on va peut-être commencer par ce qui se passe sur la scène internationale, puisque c'est vrai que ça fait la une de l'actualité. Donald Trump qui veut imposer des taxes douanières à tous les pays au monde. Et on sait qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou, justement, va rencontrer Donald Trump. Alors c'est une rencontre qui n'était pas prévue, qui a été organisée en quelques heures. Benjamin Netanyahou qui s'est vanté d'être le premier chef d'État étranger dirigeant international à être reçu par Benjamin Netanyahou pour parler justement de cela, pour tenter de faire baisser en tout cas la taxe israélienne, la faire baisser de 17 à 10%. Alors qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Qu'est-ce que ça signifie le fait que Trump accueille pour l'instant en premier Benjamin Netanyahou? Ça signifie qu'ils vont parler d'autre chose. Et les autres dossiers justifient peut-être cette urgence plus que le volume d'échanges entre Israël et les États-Unis et plus que le taux de taxe de douane imposé à Israël. La file d'attente est longue. Tous les pays du monde protestent. Certains sont frappés de hausses de taxes qui montent jusqu'à 90%, comme le Vietnam, c'est 39% pour l'Union européenne. C'est calculé n'importe comment. Donc tout le monde se plaint. C'est une véritable tempête économique qui souffle sur la planète. Il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les bourses asiatiques ont déjà ouvert. Elles ont ouvert en torche. Elles dégringolent. Et c'est quand même les prémices d'une récession qui semble se dessiner. Rien qu'en France, le Premier ministre a dit qu'on pouvait perdre un demi-point de PIB. Comme on était à 0,5 de croissance, vous voyez, il restait pas grand-chose. Donc franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Ce voyage de Netanyahou va lui permettre évidemment de poser ce sujet des taxes de douane sur le tapis. S'il revient avec une diminution, ça sera une victoire politique pour le Premier ministre israélien qui est en difficulté dans son propre pays. Mais on sait bien qu'ils vont parler d'autre chose, parler des otages et de la situation à Gaza. Le Trump ultra-volontariste des premières semaines a l'air de s'être estompé. Il reste sur la même ligne de soutien absolu à Israël et de fermeté contre le Hamas, mais la méthode a semblé s'éloigner des coups de tambour du début avec, rappelez-vous, cette volonté de transformer Gaza en Riviera avec vidéo à la pluie. On est revenu à une diplomatie un peu plus classique. En revanche, il y a un autre dossier dont on n'a pas assez parlé et qui va être au cœur de leur discussion, c'est le dossier iranien. Et là se joue l'avenir non pas économique mais géopolitique de la planète. Tout à fait. Et d'ailleurs le dossier iranien a été évoqué aussi récemment entre Jean-Noël Barrot et le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar. Jean-Noël Barrot qui n'exclut pas des frappes contre l'Iran finalement si aucun accord n'est trouvé sur le nucléaire. Tout à fait. Gideon Sa'ar a donné une interview extrêmement claire à la presse française il y a quelques jours pour expliquer que Israël ne pourrait tolérer, bien entendu, un Iran doté de la bombe atomique et que le compte à rebours était inquiétant. Donc il y aura une action. Est-ce que cette action sera militaire ? Probablement qu'il y aura une action offensive. Elle peut ne pas être militaire au sens missile, avion, frappe. Il peut y avoir des moyens beaucoup plus discrets de désamorcer un processus industriel. On le sait que par le biais de l'informatique, Israël a des capacités d'intervention très fortes et les Américains sans doute aussi. Mais nous ne franchirons pas le seuil de l'été 2025 sans qu'il y ait eu une avancée du côté iranien. Une avancée, ça veut dire d'abord un recul des Iraniens sur leur volonté d'acquérir la bombe et la reprise de discussions, de négociations en fond de tout cela, situation iranienne de plusieurs qui s'est compliquée pour le voir parce qu'elle a perdu des batailles extérieures. Le Hezbollah est affaibli, le régime syrien s'est effondré, les Houthis sont maintenant dans le collimateur des Américains, l'empire perse, l'empire iranien s'est rétracté depuis quelques mois. Alors, juste un instant pour rester un instant sur ces taxes douanières demandées par Donald Trump. On a entendu hier Gabriel Attal, d'ailleurs on reviendra sur son discours hier en Seine-Saint-Denis. Il a dit qu'il fallait créer un Buy European Act. Effectivement, puisqu'on se pose la question aussi pour l'Europe, les conséquences pour l'Europe. Il a dit qu'il fallait relocaliser, réarmer, répliquer dans un sursaut collectif la création d'une zone euro-défense. Il faut se diriger là-dedans, Christophe. Bien sûr, il faut, mais c'est exactement ce même discours avec les mêmes arguments dont le Buy European Act que l'on a entendu lors de la crise de 2007 qui nous était venue des États-Unis. Vous savez, les subprimes et qui a failli faire chuter l'euro, la solidité de l'euro. On a entendu la même chose après la crise de la Covid qui, elle, nous est venue de Chine. On a entendu que les Européens devaient s'unir, fusionner pour les actions solidaires et pour l'action de défense. Et à chaque fois, le fait quelques coupures et on
Donc il faudra un volontarisme de premier ordre pour qu'enfin l'Europe comprenne qu'en matière de défense comme en matière d'économie, l'union fait la force. Alors, l'autre titre aussi de l'actualité internationale, et on va parler effectivement aussi de l'actualité politique en France, c'est cette visite d'Emmanuel Macron en Égypte. On sait qu'il va rencontrer ce matin son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il va aussi rencontrer le roi de Jordanie. Quels sont les enjeux, Christophe, de ce voyage ? L'enjeu, il est clair, c'est d'arriver enfin à en finir avec la tragédie de Gaza, c'est-à-dire obtenir la libération des otages, la restitution des corps des otages morts, et puis pouvoir commencer à reconstruire Gaza. Cela passe par un impératif, c'est le départ du pouvoir du Hamas. Gaza sans le Hamas a un avenir. Gaza avec le Hamas n'a qu'un seul avenir, c'est la guerre. Est-ce que les Égyptiens commencent, avec le Qatar, à actionner leur levier diplomatique dans ce sens-là? Départ du pouvoir du Hamas. Oui, mais pour aller où? Où est-ce que les quelques milliers de combattants qui restent trouveront refuge? Personne n'en veut. De la même manière, si l'on veut reconstruire Gaza, est-ce que l'on déplace la population sur la base du volontariat? Est-ce que les Gazaouis peuvent provisoirement ou définitivement quitter Gaza avant d'y revenir si leur ville, si leur contrée est reconstruite? Tout cela, c'est extrêmement compliqué dans la mesure où aucun des pays voisins ne veut se retrouver avec ce que la Jordanie avait subi dans les années 60-70, c'est-à-dire une forte présence de population palestinienne. Donc c'est bloqué. Mais si à un moment donné, il y a une union internationale sur le départ du Hamas du pouvoir, plus de pouvoir pour le Hamas, ni à Gaza, ni a fortiori du côté de la Judée-Samarie, eh bien, à ce moment-là, on aura fait un grand pas en avant. Alors effectivement, on suivra ce déplacement d'Emmanuel Macron qui marquera donc sa mobilisation en faveur d'un cessez-le-feu. On en vient à l'actualité en France. Christophe, plusieurs rassemblements hier à Paris, des rassemblements alors d'abord en faveur à Marine Le Pen, un rassemblement place Vauban. 7000 personnes ont participé au meeting du Rassemblement national. Alors est-ce que Marine Le Pen a réussi finalement son coup, a réussi son rassemblement hier à Paris, à marquer les esprits? Non, c'est un rassemblement raté. Il y avait quand même pas tellement de monde, 7000 personnes, la place était clairsemée, c'est pas l'une des plus grandes places de Paris. Alors on ne critiquait pas les juges parce que le mot d'ordre avait changé, mais enfin tout de même, les manifestants voulaient à la justice. C'était censé être un meeting politique de présidentielle 2027, mais on a parlé de la situation actuelle. Marine Le Pen s'est un peu enlisée, embrumée dans sa défense habituelle, c'est-à-dire nous n'avons rien fait de mal. Elle n'a pas compris que cette défense l'enfonçait. Le RN a tout faux dans cette affaire. Et puis entre-temps, entre l'organisation de ce meeting et sa tenue hier, est arrivée la date de l'appel. On sait qu'il y aura un appel avant l'été 2026. Donc finalement, on remet les compteurs à zéro, sauf que quand on regarde le fond du dossier, l'appel il va se présenter sous les pires auspices. Donc il est probable que dans un an et quelques, Marine Le Pen se retrouve avec la même équation qui l'empêchera de se présenter à la présidentielle. Et comme elle-même, elle a décidé de mettre le couvercle sur l'hypothèse Bardella, il était l'héritier désigné il y a quelques mois, maintenant elle ne parle plus de lui, elle considère qu'elle est la seule candidate, on voit qu'il y a crise à tous les étages au RN. Très très mauvaise passe pour le RN. Vous y ajoutez que les municipales qui vont arriver ne sont jamais des élections faciles pour le Rassemblement national. Ils ont perdu la moitié de leurs conseillers municipaux la dernière fois. Vous voyez, l'avenir est très sombre. Marine Le Pen qui a dénoncé à nouveau hier par ailleurs une décision politique. Alors vous parlez, vous, de décision qui sera prise en 2026. Quel est le bilan de la semaine finalement de Marine Le Pen face à la justice ? C'est un très mauvais bilan. Elle n'avait pas anticipé cette condamnation très sévère et on peut évidemment considérer que l'exécution provisoire, c'est injuste et excessif. Il y a des tas d'arguments dans ce sens. Mais comme elle ne l'avait pas anticipé, elle a surréagi par une sorte d'effet martyr avant de reculer parce qu'elle s'est rendue compte que les menaces sur les juges, ça ne fonctionnait pas. Elle pouvait pas être à la fois le parti respectable et le parti qui dénonce la justice quand la justice n'est pas assez ferme avec les délinquants mais est trop ferme avec elle. Donc c'est une très mauvaise semaine pour le Rassemblement national. D'autant que cette équation judiciaire, on voit mal comment elle arrivera à lui trouver une solution dans un an. Et il y a toujours chez Marine Le Pen cette impression parfois d'abattement, comme si le fait que le pouvoir s'éloigne, quelque part, ça l'a soulagée. Au même moment, on sait, Christophe, qu'une contre-manifestation de gauche avait lieu place de la République, à l'appel de la France Insoumise, à l'appel des écologistes. Manifestation d'ailleurs qui a vite mué en rassemblement pro-palestinien. Que faut-il en retenir, Christophe ? Marine Le Pen n'a pas vraiment réussi son rassemblement. La gauche a complètement raté le sien. D'abord, les socialistes et les communistes n'y étaient pas. Donc, le NFP n'existe plus sur ce sujet-là. Ensuite, vous l'avez dit, c'était complètement
cornaqué, contrôlé, organisé par la France insoumise. C'était pas du tout un rassemblement de gauche. Et puis on s'est très vite éloigné, bien sûr, du sujet Rassemblement national pour venir à d'autres sujets, dont le soutien aux Palestiniens. Et de ce côté-là, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce qu'on a vu au passage? On a vu que les écologistes sont complètement soumis aux insoumis. Il n'y a pas d'écologie politique indépendante dans ce pays. Chaque fois qu'il y a un sujet important, après avoir fait mine de réfléchir par eux-mêmes, ils se couchent devant les insoumis. Alors Gabriel Attal, on en parlait aussi tout à l'heure, a tenu son premier meeting de président du parti Renaissance. D'ailleurs, il s'est adressé directement à Marine Le Pen. Tu voles, tu payes, c'est ce qu'il a déclaré. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Est-ce que ça a été une réussite pour Gabriel Attal? Là aussi, ça laisse un arrière-goût de ratage. D'abord parce qu'en effet, ça a été parasité par les autres rassemblements et les autres actualités, mais en plus parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'unité à Renaissance. Renaissance, est-ce que c'est Elisabeth Borne qui veut fusionner avec le MoDem? Est-ce que c'est Darmanin qui prépare un rapprochement ou qui propose un rapprochement avec les LR? Où est Renaissance? Est-ce que Renaissance sera le pivot d'une union de toute la majorité présidentielle pour qu'il y ait un seul candidat? Mais est-ce que ça peut être Attal? Est-ce que ce n'est pas Édouard Philippe le mieux placé? On n'y voit pas clair. Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé des idées, il a annoncé du travail sur les idées. On n'a eu que de maigres échantillons hier. Oui, évidemment, la priorité au travail, la priorité à l'Europe, mais ça, c'est une antienne un tout petit peu éculée maintenant. La dimension supplémentaire qu'apporte Attal, on la voyait au ministère de l'Éducation, on l'a vu un peu au ministère, à Matignon quand il était Premier ministre, un talent de communication, une rapidité d'exécution, un charme, une modernité. On le voit plus aujourd'hui. Comme si la dissolution avait cassé la nouveauté de Gabriel Attal. Le chemin vers 2027 sera très très long pour lui. Il faut qu'il réponde aussi à une question, surtout si la loi PLM Paris-Lyon-Marseille est modifiée. Est-ce qu'il est candidat à la mairie de Paris ou pas? Eh bien, merci beaucoup Christophe. Christophe Barbier, merci pour votre édito. Beaucoup de sujets toujours à voir. Je vous donne rendez-vous demain matin. À demain. Radio J.